Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de ce 13h. Daniel Kablan-Duncan était hier à l'ouverture de la 3e édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacard. Occasion pour le vice-président d'encourager les opérateurs économiques nationaux et internationaux à investir massivement dans la transformation de l'Anacard. Depuis le 5 novembre, les établissements publics sanitaires subissent de plein fouet une grève à l'initiative de la coordination des syndicats du secteur santé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu au CHR de Yamoussoukro mardi. Il demande aux syndicats du personnel de santé de surseoir à leur mot d'ordre de grève. Deuxième du groupe H des éliminatoires de la CAN 2019, la Côte d'Ivoire se rend en Guinée le 18 novembre pour le choc de la 5e journée des qualifications. Présent ce jeudi en conférence de presse, le sélectionneur des éléphants, Kamara Ibrahim, a dévoilé une liste de 23 joueurs pleine de surprises en vue de cette rencontre. Commençons ce journal par les activités du vice-président de la République. Hier jeudi, Daniel Kablan-Duncan était au Palais de la Culture à Treichville pour l'ouverture du CIETA, le CIETA 2018. Cette 3e édition du Salon international de l'équipement et des technologies de transformation de l'Anacard a pour thème « Transformation de l'Anacard, une mine d'opportunités pour l'autonomisation de la jeunesse africaine ». Le témoignage de Mahama Traoré. Acte 3 du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacard, CIETA. Le rendez-vous qui célèbre tous les 2 ans la promotion de la transformation locale de l'Anacard, promouvoir afin de créer plus de valeur ajoutée autour de la noix de cajou brute. L'Afrique, qui constitue plus de 90% de l'offre sur le marché mondial de noix brutes, n'en transforme qu'à peine 6%, contre 120% pour l'Amérique du Sud et plus de 220% pour l'Asie. Pourtant, la transformation du cajou est économiquement très rentable et créatrice d'emplois et de richesses, notamment pour les jeunes et les femmes. Les études montrent qu'une tonne de noix transformée localement peut ajouter une valeur moyenne de $650 au produit. En plus d'améliorer les revenus des acteurs de la filière, le relèvement du niveau de transformation locale est également une réponse à la problématique du chômage des jeunes sur le continent. Problématique qui sera largement débattue lors de ce 3e CIETA. Selon les estimations, la transformation de 1000 tonnes de noix brutes de cajou peut générer au moins 100 emplois. Donc la transformation de 10 000 tonnes de cajou peut générer au moins 1000 emplois. Le gouvernement envisage d'atteindre 50% de taux de transformation locale du cajou en 2020, contre moins de 10% actuellement. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan lance donc un appel pressant à l'endroit du secteur privé. Je saisis donc cette occasion qui m'est offerte pour lancer un appel à l'ensemble des opérateurs économiques nationaux et internationaux, notamment les transformateurs et les équipementiers, en les encourageant à investir massivement dans la transformation de l'Anacard. Je relance également un appel aux banques et aux établissements financiers à s'intéresser davantage à cette filière à fort potentiel de valeur ajoutée, de croissance et création d'emplois. Le gouvernement en fait une priorité dans sa stratégie d'industrialisation et continuera donc de ce fait à apporter tout le soutien nécessaire à son développement. Le CIETA 2018 est couplé à la réunion du Conseil international consultatif du cajou à Abidjan. Il prendra fin le 10 novembre prochain avec la signature d'un accord de siège entre la Côte d'Ivoire et le Conseil international consultatif du cajou. Journée de jeudi chargée pour Daniel Kablan-Duncan. Du CIETA, le vice-président s'est rendu sur le site du FICIA Expo, le Forum international du commerce et de l'industrie d'Abidjan. Là encore, il a procédé à l'ouverture officielle de l'événement. Et sachez-le, le FICIA Expo est le résultat d'une collaboration efficace entre les secteurs privés et publics dans un but précis, celui d'apporter aux entreprises africaines une ouverture sur le marché mondial, leur faciliter l'accès au marché international et leur donner les clés indispensables au renforcement de leur compétitivité. Suivons le compte-rendu de Viviane Haïm. La 2e édition du Forum international du commerce et de l'industrie d'Abidjan, le FICIA Expo, a ouvert ses portes ce jeudi 8 novembre sur le thème « Pour une Afrique forte et solidaire ». Ce rendez-vous du monde des affaires, qui a réussi dès sa première édition en 2017, à mobiliser le secteur privé ivoirien, mais aussi à capter l'intérêt des opérateurs économiques
sur le continent africain et au-delà compte pour cette deuxième édition, au nombre de ses invités d'honneur, la Fédération des opérateurs économiques du Grand Est de la France, la deuxième région de France par son industrie. Des conférences, des ateliers sur des thématiques se rapportant à l'industrialisation en Afrique, la coopération nord-sud, l'agro-industrie, le e-commerce et aussi des rencontres B2B entre opérateurs économiques ivoiriens et opérateurs économiques du Grand Est de la France vont meubler ces 3 jours de forum. L'ouverture ce jeudi, placée sous la présidence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, représentant le président de la République Alassane Ouattara, a été marquée par les interventions de la commissaire générale du forum, Yasmine Adjami, du président du comité scientifique, Gérard Amangoua, du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, parrain de l'événement, qui a saisi l'occasion pour présenter les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire en matière d'investissement. Investir en Côte d'Ivoire, c'est avoir comme marché la CEDEAO, avec environ 350 millions de consommateurs et une classe moyenne émergente à travers un tarif extérieur commun. C'est également avoir la possibilité d'exporter ces produits directement vers les États-Unis, car notre pays est éligible à l'AGOA. C'est également la possibilité de commercer sans difficulté avec l'Union européenne par le biais des accords de partenariat économique qui lient notre pays. C'est également la possibilité de commercer avec les pays de l'Union africaine, avec 1,2 milliard de consommateurs par le biais de la zone de libre-échange continentale qui est en train de se mettre en place. Je voudrais vous rappeler que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire vient d'adopter la loi autorisant son Excellence, Monsieur le Président de la République, à ratifier l'accord portant sur la ZLECAf. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, pour sa part, s'est félicité de cette deuxième édition du FICIA. Il a visité l'exposition des stands avant de livrer ses impressions. Nous sommes heureux avec les ministres de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des PME et le ministre de la Ville de participer à cette deuxième édition donc, du FICIA qui montre la vivacité d'abord des opérateurs économiques ivoiriens, notamment dans le domaine de l'industrie, du commerce, mais aussi donc, le champ élargi des coopérations. Vous savez que la région du Grand Est de France est, disons que la région d'honneur à cette deuxième édition. Et j'ai le sentiment, pour ce que nous avons vu tout à l'heure, que ces coopérations-là vont s'accélérer et s'accentuer. La Côte d'Ivoire doit devenir de plus en plus industrialisée comme pays. Et ces partenariats permettent d'avoir à la fois des apporteurs de technologie, mais aussi des apporteurs parfois de financement, et qui doivent permettre à notre pays donc d'aller de l'avant. Le FICIA deuxième édition a ainsi démarré ce jeudi pour prendre fin samedi. Rendons-nous maintenant sur le site d'exposition route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny où se tient un autre salon, celui des infrastructures d'Abidjan, le SIA 2018. Thème de cette troisième édition, penser l'aménagement du territoire en intégrant les réseaux intelligents. Il s'agit à travers ce salon de faire des propositions au gouvernement pour gérer de façon efficace la question des infrastructures. Les précisions de Francis Boifo au cours de nos éditions. Dimanche 11 novembre, cela fera 100 ans, jour pour jour, qu'a pris fin la Première Guerre mondiale. L'armistice de 1918, signé le 11 novembre cette année-là, marque donc la fin effective des combats de la Grande Guerre, la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Une date commémorée en France et dans de nombreuses parties du monde. Cette victoire a été possible grâce à de nombreux soldats, parmi eux des Ivoiriens, des anciens combattants ivoiriens qui ont été reçus hier par Ahmed Bakayoko pour partager des instants de convivialité. Abou Sanogo y était, mais pour le reportage. 2018 marque l'anniversaire de la signature de l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale.
Le monde entier s'apprête à commémorer le centenaire de la fin de la guerre de 1914 à 1918 à Paris. Avant son départ pour la France, où il sera aux côtés du président de la République Alassane Ouattara pour les festivités officielles, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a partagé quelques moments de fraternité et de convivialité avec l'association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a réaffirmé l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie des anciens combattants, non sans leur exprimer la reconnaissance du président de la République Alassane Ouattara et du pays pour leur don de sacrifice et pour la paix dans le monde. Les anciens combattants ont salué les efforts du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement visant leur bien-être social. Et ils entendent poursuivre leurs efforts de paix. La Première Guerre mondiale a pris fin le 11 novembre 1918 à 11h. Elle aura duré 5 ans. Elle aura fait 9 700 000 morts. Un événement de telle ampleur se doit de dépasser la commémoration, mais ça doit être la fête. Les anciens combattants que nous sommes devenus aujourd'hui des hommes de paix pour avoir vu sur les différents champs de bataille ces horreurs qu'il ne faut plus jamais recommencer. Tout homme libre aujourd'hui sur cette terre doit sa liberté aux anciens combattants. 18 790 Ivoiriens ont participé à ce conflit mondial, dont 3 467 décédés et 763 portés disparus. L'association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire compte à ce jour 1002 membres, dont 800 sont bien portants. Le plus ancien a 97 ans. Allons maintenant à la page santé de ce journal. Depuis lundi dernier, 5 novembre, les établissements publics sanitaires tournent au ralenti. Cela aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Une grève à l'initiative de la coordination des syndicats du secteur santé. Mardi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu à Yamoussoukro pour constater par lui-même le traitement subi par les patients au centre hospitalier régional. Le reportage sur place de notre reporter Cheikh Koné. Il est 14h lorsque le cortège du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique arrive au centre hospitalier régional de Yamoussoukro. À Kaouolé visite tour à tour les services des urgences, de la pédiatrie, du bloc opératoire et de la salle d'accouchement. L'objectif de cette mission terrain est de constater l'existence d'un service minimum. Nous sommes venus faire le constat pour connaître la position des agents de ces CHR par rapport à la grève de la coordination santé qui est en cours. Je suis peiné par ce qui s'est passé ici et peut-être dans d'autres établissements sanitaires. Je suis venue faire échographie. Donc je suis venue à 8h, on me dit que le docteur n'est pas là, que de venir à 14h. Je suis arrivée aux environs de midi, je suis venue accompagner ma soeur qui est en travail. Et ils nous ont bien accueillis. Elle a accouché, on a atteint un peu pour rentrer à la maison. Ici, au centre hospitalier régional de Yamoussoukro, le taux de présence a connu une hausse à la deuxième journée de la grève. Il est passé de 42,17% à 50% de taux de présence. Un effort salué par le ministre qui a par ailleurs invité l'ensemble des grévistes à privilégier le dialogue. J'invite les responsables de la coordination santé d'avoir un peu d'amour pour les autres Ivoiriens. Même s'ils pensent qu'ils ont raison, mais ils n'ont pas raison. Avoir un peu d'amour, d'avoir la crainte de Dieu pour permettre à d'autres aussi de vivre. Les malades qui sont là-bas, ils sont plus malheureux qu'eux. Eux, au moins, ils marchent. Et au moins, ils ont la santé. Je leur demande instamment, au nom du gouvernement, qui est prêt également à ouvrir le dialogue. C'est le lundi 5 novembre que la coordination des syndicats du secteur santé, Codi Santé, a lancé une grève de 5 jours sur l'ensemble du territoire national. Et le revendique la révalorisation de leur indice à 150 points, ainsi que l'intégration de 860 ex-déflatés comme fonctionnaires au secteur de santé.
Dans le cadre de la promotion des droits des handicapés, il faudra désormais compter avec l'ARADI, l'Alliance pour les droits, l'Afrique pour l'inclusion des personnes handicapées. L'instance existe depuis 72 heures seulement. Elle a été lancée mardi par Africa Disability Alliance, une organisation basée à Pretoria, en Afrique du Sud. L'objectif, c'est dans la promotion des droits de l'homme, des personnes handicapées et par un plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Pierre Dipomelin et Franck Quadio. Amener la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains à ratifier le projet de protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique. C'est l'objectif principal du projet ARADI, l'Alliance pour les droits de l'homme, l'Afrique pour l'inclusion des personnes handicapées. La Côte d'Ivoire accorde une place prépondérante à leur protection et leur promotion en se dotant d'un cadre normatif et institutionnel adéquat. Pour illustration, l'article 4 de la loi fondamentale ivoirienne prévoit que tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de son état physique ou mental. Ce plaidoyer en faveur des personnes handicapées pour une protection plus accrue, une stratégie d'intégration et d'accessibilité aux instances de décision trouve une oreille favorable auprès de l'émissaire du gouvernement présent à cette cérémonie de lancement. Favorable à ce qu'une attention particulière soit accordée aux personnes en situation de handicap, la Côte d'Ivoire serait heureuse et fière de ratifier le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples concernant les droits des personnes handicapées en Afrique. Déjà, on a commencé, on a eu des audiences avec tous ceux, en tout cas, qui ont participé, n'est-ce pas, à l'accompagnement et à la mise en œuvre de ce protocole, en commençant par l'UA, la CEDEAO. En un mot, toutes les institutions internationales adhèrent. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire, dans toutes les différentes réceptions, vont rassembler tous les instruments pour nous accompagner. Le projet de protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique a été adopté lors du 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba en janvier 2018, un projet jusqu'à ce jour ratifié par aucun pays. Venons-en à notre dossier politique du jour. Après les élections couplées municipales et régionales du 13 octobre dernier, l'on assiste à un phénomène. Certains maires ou présidents de conseils régionaux élus sous l'étiquette indépendant ont vite fait de rejoindre les rangs d'une formation politique dès la proclamation des résultats. Ces partis qui aujourd'hui ouvrent leurs portes à ceux qui hier les ont défiés, montrent-elles ainsi leur importance sur l'échiquier national? Ou alors est-ce la preuve qu'ils sont en perte de vitesse? Les électeurs, eux, sont formels. C'est un acte de trahison pur et simple. Gabriel Zani. Les élections locales terminées, c'est l'heure du bilan. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, le Front populaire ivoirien FPI, le PDCI-RHDP et les indépendants ont pu mesurer leur potentiel politique. Pour les élections régionales, sur un total de 30 conseils régionaux à pourvoir, le RHDP est en tête avec 18 conseils remportés. La mouvance présidentielle est suivie par le PDCI, victorieux dans 6 circonscriptions, puis des indépendants avec 3 conseils. Le PDCI, RHDP et ses candidats hybrides obtiennent 2 conseils régionaux et le FPI s'en sort avec un seul conseil. Au niveau des municipales, 200 maires ont été élus. Avec 92 maires, le RHDP se taille la part du lion. Les indépendants arrivent en deuxième dans le classement avec 56 circonscriptions. Ils sont suivis par le PDCI avec 50 élus. Le FPI obtient 2 mairies. Des partis politiques se félicitent des prouesses accomplies. Ces résultats donnent une nette victoire au RHDP avec le ralliement bien sûr de certains indépendants. Le RHDP se félicite de ces résultats qui traduisent éloquemment l'adhésion des Ivoiriens et Ivoiriennes à ces valeurs d'union, de paix, de stabilité et à sa vision d'un développement partagé. On peut se demander légitimement ce qu'aurait été notre véritable score si nous nous étions engagés sur plus de fronts. Certainement
que nos suffrages auraient été bien meilleurs. Mais la comptabilité ne s'arrête pas là. Cette cartographie politique post-électorale est fortement chamboulée ces dernières semaines. Les partis politiques se disputent les indépendants ou vice-versa. Les indépendants reviennent dans leur loge politique. Le fait de vouloir se présenter en indépendant, c'est qu'on veut prendre ses distances par rapport aux échiquiers politiques. Donc libre à chaque personne, dans un système démocratique, de le faire. Quand un candidat se propose indépendant, c'est parce que son parti n'a pas opté pour lui. Et lui, voulant le développement de son village ou bien de sa région, il est obligé de se présenter. Les indépendants, quand ils passent, ils sont élus, ils donnent leur voix à leur parti. Ils ne fuient pas leur parti. Entre stratégie politique, les chiffres se recalculent. Ainsi, 26 élus locaux, dont 25 maires et un président de conseil régional élu indépendant se sont ralliés au RHDP, la coalition au pouvoir. Avec ces ralliements, le parti unifié obtient désormais 117 maires sur les 201 communes et 19 présidents de conseils régionaux sur 31 régions. Cette pratique politique de virement d'indépendants est diversement appréciée par les Ivoiriens. Quand on est indépendant, je pense qu'on est seul, on n'est pas solide. Or, appartenir à un parti politique, quand même, il y a une logique, il y a un fondement, il y a des racines, il y a des antécédents. Je pense que c'est bienvenu. Quand on a fait un peu le tour de la Côte d'Ivoire, on a vu que les candidats indépendants ont vraiment relevé les défis, mais à ma grande surprise, ils sont ralliés. Je ne suis pas trop pour ça. Les candidats indépendants apportent un souffle nouveau. De nouveaux calculs. La mouvance présidentielle dirigée par Alassane Ouattara devance les autres formations politiques avec 136 élus locaux. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié et le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan obtiennent respectivement 52 et 3 élus locaux. Le PDCI RHDP conserve ses 2 conseillers régionaux. De nouveaux résultats qui donnent une large victoire au RHDP et redessinent le paysage politique. Le ralliement d'indépendants n'est pas une chose nouvelle. Il date de 2001, soit 11 ans après l'avènement du multipartisme dans le pays en 90. Mais c'est cette année que le phénomène fait débat dans la classe politique. Ces ralliements se font à la face des électeurs. C'est en fonction de ce qu'elles ont dit à leurs électeurs. Ils ont eu leurs élections, leur vote, se ranger d'un côté comme de l'autre. C'est comme s'il y avait une sorte de trahison. Ils ont vu en ces personnes-là des personnes comme eux, et non des politiciens. Et aujourd'hui, voir ces candidats indépendants se rallier, c'est selon moi un mécontentement de la population. La mouvance présidentielle s'apprête à accueillir sa 2e vague d'indépendants ralliés, la première ayant été comme une 2e victoire. Quant au PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le parti n'a pas encore officialisé les indépendants affiliés. Le Front populaire ivoirien non plus. Mais toujours est-il que la bataille pour la trentaine d'élus d'indépendants restants est sans merci entre les formations politiques. C'était un reportage de Gabriel Zani du service politique de la rédaction. Les députés, eux, ont été élus il y a 2 ans. C'était en décembre 2016. Hier, ils ont reçu Sanson Kambilé, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est allé leur présenter un projet de loi. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire qui devient Conseil national des droits de l'homme. Et le projet a été adopté par la Commission des affaires générales et institutionnelles. On en parlera avec Kolo Koulibaly dans nos prochains journaux. Et c'est reparti pour la 11e édition d'Aquabaculture. L'événement a démarré hier jeudi à l'Institut français au plateau littéraire des lycées. Cette année, c'est une trentaine d'établissements secondaires qui ont participé au concours. Concours dont l'objectif est de faire des émules et inculquer aux jeunes une bonne culture littéraire. On retrouve Pierre Dipomelin et Franck Quadio. Les lauréats du concours littéraire des lycées sont connus dès l'ouverture de cette 11e édition d'Aquabaculture. 50 élèves issus d'une trentaine de lycées d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont été récompensés sur les 500 qui ont pris part aux épreuves. C'était un QCM de questions à choix multiples et auxquelles il fallait répondre. Et nous n'avons pas eu beaucoup de séances de préparation. Ça nous a permis aussi de connaître
plein d'autres trucs parce qu'il y a des choses qu'on a vues et on allait faire des recherches là-dessus pour mieux comprendre. À mesure que tu as une certaine connaissance littéraire, le concours était abordable. Il s'agit pour les organisateurs de promouvoir le livre, d'insuffler le goût de la lecture et s'aimer la graine d'une culture littéraire aux jeunes élèves. Nous nous éloignons de l'écrit et je dirais de la meilleure façon d'écrire. On a tendance avec les portables et tout ça à massacrer les mots et évidemment on s'éloigne du livre aussi. Ça montre bien qu'aujourd'hui la littérature en français, c'est pas la propriété de la France et qu'il y en a partout et notamment qu'il y en a beaucoup en Afrique. Et il faut commencer par lire et ensuite se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire si on était à la place de l'auteur. L'événement va durer 3 jours. Le clou est la découverte au cours d'un dîner gala du lauréat du Grand Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. On parle religion dans ce 13h et c'est au Maroc que je vous amène pour commencer. Après la ville historique de Fès, les présidents et membres des sections des 23 pays africains de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains sont en ce moment à Marrakech. Ils y sont réunis à l'occasion du premier colloque scientifique international autour du thème « Le phénomène salafiste, indications et conséquences ». Et bien sûr, la section Côte d'Ivoire y est représentée par son président Cheikh Boakari Fofana. Le reportage à Marrakech de notre envoyé spécial par Gassoro Kone. Marrakech, salle de conférence du complexe administratif et culturel Mohamed VI du Maroc. Ici sont réunis responsables et membres des différentes sections de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Leur présence, la première conférence scientifique internationale autour du thème « Phénomène salafiste, indications et conséquences », une initiative de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains du Royaume du Maroc. Si ce salafisme veut dire revenir aux sources fondatrices de l'islam même, je crois que tous les musulmans le sentent, puisque ce sont ces sources mêmes qui sont les fondements de notre religion. Mais l'esprit de tolérance, l'esprit de quiété, l'esprit d'ouverture, l'esprit d'approcher l'autre comme il se doit et comme la religion l'impose, c'est aussi un des fondamentaux justement de cette thématique-là. À ce grand rendez-vous de la promotion des vraies valeurs de l'islam, la tolérance, la solidarité, l'amour, le pardon et la fraternité était présente la section de la Côte d'Ivoire. Si nous suivons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous suivons ses compagnons et si nous suivons ceux qui ont suivi les compagnons et si nous pratiquons comme l'islam a été pratiqué chez nous, et tant qu'on se réclame de cela, on est salafite. Mais le salafisme ne doit pas être synonyme de la violence, de l'exclusion. Cette première conférence scientifique internationale sur le salafisme fait suite à la deuxième session ordinaire de la Fondation tenue dans la vieille ville historique de Fès. Conférence à laquelle les oulémas des 32 pays d'Afrique et ceux venus des pays occidentaux ont pu, à travers une projection de films, découvrir l'historique et la création de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. On parle foot à présent. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Kamara Ibrahim, a procédé à un coup de jeûne dans sa liste des joueurs convoqués pour le choc contre la Guinée dans les éliminatoires de la CAN 2019. El Hadj Dante, Komara Cheikh Souleymane, Doumbia et Yakou Meïté sont appelés. Deuxième du groupe H, la Côte d'Ivoire se rend en Guinée le 18 novembre pour le choc de la 5e journée des qualifications. Face à la Guinée, qui aura le soutien de son 12e homme, au stade du 28 septembre de Conakry, les éléphants vont en mission kamikaze. Objectif pour le sélectionneur ivoirien Kamara Ibrahim, ramener les 3 points décisifs pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Pour le réussir, le coach Kamara a placé sa confiance en 23 joueurs. Là, on va partir avec Sylvain Bowo, Dante El Hadj, Badra Ali pour les gardiens de but. Mohamed Baboukariko, Serge Aurier, Ghislain Kona, Suleiman Doumbia, Eric Bailly, Wilfried Canon, Komara Cheikh, Bamé Jean-Philippe, Franck Kessier, Cheikh Doucouré, Sérédier, Séri Michael, Amban Vitorien, Yakou Meïté, Nicolas Pépé, Mas Gradel, Zaha Wilfried,
Roger Assalé, Koja Jonathan et Bayo Vapoum. Les éléphants vont débuter leur stage de préparation le lundi 12 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny. Un regroupement qui prendra fin le vendredi 16 novembre avec le départ pour Conakry. Et allons-y, le départ pour l'Australie. Nous allons refermer donc ce journal. Une personne a été tuée et 2 autres blessées vendredi 9 novembre. Aujourd'hui donc, lors d'une attaque dont l'auteur a été mortellement blessé par des policiers dans une rue commerçante de Melbourne. La piste terroriste s'est confirmée dans un deuxième temps. L'attaque survient en plein procès d'un homme de 28 ans, James Gargasoulas, qui avait foncé dans la foule à bord de son véhicule dans le même quartier de la ville. C'était en décembre 2017, il avait tué 6 personnes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.